Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine qui vient de se terminer a donc été marquée par l'intervention majeure de la Banque d'Angleterre, alors qu'en début de semaine, la livre s'effondrait à un plus bas depuis le début des années 80 face au dollar, alors que les obligations d'État britanniques accéléraient leur chute et que les taux se tendaient très fortement. Eh bien, la Banque d'Angleterre a décidé d'intervenir, alors même qu'elle devait initialement et au même moment commencer à vendre des obligations qu'elle détenait suite aux opérations d'assouplissement monétaire liées au Covid, toute cette période liée au Covid et au post-Covid. Eh bien, elle devait commencer cette phase de normalisation monétaire. Eh bien, elle a fait complètement marche arrière. Elle a décidé d'acheter à nouveau des obligations, des maturités long terme sur la dette britannique, des obligations avec des maturités au-delà de 20 ans. Pourquoi ? Eh bien, pour se mettre face au marché parce que quand la livre dévisse, quand les obligations d'État dévissent, eh bien ça veut dire que les investisseurs n'ont plus confiance tout simplement, voire spéculent contre le Royaume-Uni. Et dans ce cas-là, le seul rempart qu'il y a face à un stress financier, eh bien c'est quand la banque centrale concernée intervient directement dans le marché et se place en fait en contrepartie, en face de ceux qui vendent les obligations. Cela envoie un signal très fort au marché. Et donc tout de suite, on a vu en début de semaine, enfin ça s'est passé mercredi, en début de semaine, c'était vraiment la défiance complète sur les actifs britanniques. Et puis en milieu de semaine, donc la Banque d'Angleterre qui est intervenue, et donc qui a fait ses annonces d'intervention et en indiquant qu'elle le ferait le temps que ce sera nécessaire en fait. Donc c'est pas le lancement d'un nouveau programme d'assouplissement illimité parce qu'on n'est pas du tout dans ce contexte-là de crise et de stress, mais là on est dans une phase où il faut envoyer un signal au marché que spéculer contre les actifs britanniques, même si les annonces effectivement qui ont accéléré cette défiance sur les actifs britanniques, à savoir les annonces de la nouvelle première ministre sur un programme budgétaire qui fait la part belle à des réductions d'impôts, il y a un programme qui est jugé comme finalement pas du tout adapté à la situation économique actuelle, et bien ça a accéléré le repli des marchés, mais il est aussi possible que les marchés aient voulu se saisir de cet événement-là pour spéculer contre le Royaume-Uni, sachant que Liz Truss a indiqué quelques heures après ces événements de marché qu'elle gardait le cap, qu'il n'y aurait pas de changement sur la trajectoire qui était adoptée, qu'il fallait faire de la croissance, que pour faire de la croissance, il fallait des conditions fiscales qui soient favorables, donc rien n'a changé de ce côté-là. Mais en tout cas, c'était vraiment le gros événement. Pourquoi c'est un événement majeur ? Parce que on l'a dit, la Banque d'Angleterre est intervenue sur le marché. Ça a donc eu pour conséquence immédiate de détendre massivement et en très peu de temps, en quelques heures simplement, les taux, notamment les taux longs, les taux 20 ans, 30 ans, qui se sont affaissés d'un coup. Et ce mouvement était tellement puissant que ça a eu un effet d'entraînement sur les obligations d'autres pays en dehors du Royaume-Uni. Donc les obligations italiennes par exemple, les obligations, le taux des obligations américaines également, obligations françaises, tous les taux longs, 10 ans, 20 ans, 30 ans, excusez-moi, sont tous donc repartis à la baisse. Sensible donc à cette intervention de la Banque d'Angleterre. Alors non pas que la Banque d'Angleterre ait une portée qui soit aussi importante d'un point de vue financier, mais c'est le message qu'elle envoie. Et pourquoi c'est important ? Parce que quelques jours avant la Banque d'Angleterre, on se souvient que c'est la Banque du Japon qui était intervenue à sa manière, alors pas sur les obligations cette fois-ci, pas sur les obligations d'État, mais sur le marché d'échange pour freiner la chute du yen face au dollar. Le yen ne cessait de baisser de manière très importante face au dollar. Et bien la Banque du Japon est intervenue sur ce segment spécifique d'échange du marché d'échange pour limiter la dépréciation du yen. Et donc ça fait maintenant deux banques centrales majeures en fait, Banque du Japon et Banque d'Angleterre qui interviennent dans le marché. Et c'est pour ça donc que sur les autres places américaines et places européennes, eh bien les obligations ont vu leur taux se détendre un petit peu parce que ça sous-entend que dans cette phase de normalisation monétaire qui est quand même très très intense, avec des redressements de taux qui ont été très sévères ces derniers mois, et avec un dollar qui s'est beaucoup apprécié, eh bien c'est le signe que les banquiers centraux peuvent aussi piloter finalement leur normalisation monétaire, que c'est pas une voie toute tracée, ils tiennent compte de la réaction des marchés, les banquiers centraux, et donc à un moment donné ça devient trop problématique, et bien ils interviennent sans pour autant changer fondamentalement leur trajectoire. Je pense que la Banque d'Angleterre, après ces interventions, d'ici quelques temps, reprendra, quand la situation sera un petit peu calmée et que le dollar sera aussi peut-être un petit peu moins fort parce que des chiffres, par exemple, d'inflation seraient plus favorables en provenance des États-Unis avec un sentiment que l'on commence à y enfin avoir un ralentissement sur les prix, et bien très probablement que la livre rebondira plus fortement, l'euro rebondira plus fortement, il y aura une pression un peu moindre aussi sur les obligations parce que ça veut dire que la Fed, la Réserve fédérale, ne sera pas obligée d'aller aussi loin dans sa normalisation monétaire, et puis ça bénéficiera un petit peu à tout le monde.
Et donc à ce moment-là, la Banque d'Angleterre pourra reprendre son cycle de normalisation monétaire que pour l'instant elle met entre parenthèses. Mais je ne pense pas qu'il faille encore une fois assimiler cela à des mouvements qui vont durer comme si on lançait un programme d'assouplissement long terme, comme avait pu faire par exemple la Banque Centrale Européenne au milieu des années 2015 pour être précis. Voilà, donc ça c'était vraiment le gros point de la semaine. Il y a eu presque ça cette semaine finalement. Il y a quelques stats. Alors il y a quand même eu et oui, juste pour terminer sur la Banque d'Angleterre, le mouvement de rebond sur la livre a été assez spectaculaire. La livre était tombée donc à 1,03 $, son plus bas niveau depuis 1984 ou 85. Au moment où on se parle, la livre est remontée au-delà de 1,10, donc un rebond absolument colossal. Mais la baisse qui est précédée, c'était faite aussi en très très peu de temps. Après, ne pas oublier aussi que la baisse de la livre est aussi due, pas ces derniers jours où c'était plus une thématique britannique, mais pendant des mois et des mois, la livre a aussi beaucoup baissé par rapport au dollar, comme l'euro a baissé par rapport au dollar, comme le yen a baissé par rapport au dollar, et comme la devise chinoise également, le yuan. Le yuan a marqué cette semaine un plus bas historique face au dollar, et là aussi, la Banque centrale chinoise a commencé à demander aux banques locales de se tenir prêtes à vendre du dollar. Donc on voit bien que le dollar fort commence à poser un problème à pas mal de pays, et que donc les banquiers centraux commencent à réagir. Pour l'instant, c'est de manière non coordonnée, mais pour autant ça réagit quand même, ce qui veut dire qu'on atteint un petit peu un pic de douleur, un pic de tolérance par rapport à la force du dollar. Alors, on remarque quand même que ces actions de banque centrale, là on reparle des actions de normalisation de la Fed ou de la BCE qui, elles, continuent de relever leur taux, ça a quand même un effet sur les anticipations d'inflation. On voit que les anticipations d'inflation à moyen terme, donc les anticipations du marché, de ce que sera l'inflation sur un horizon moyen terme, eh bien elles se détendent, ces anticipations d'inflation. Si je prends le cas pour la zone euro par exemple, il y a quelques mois, au premier semestre, on était à 2,5% sur des horizons de 5 ans, sur 5 ans dans 5 ans, donc c'est une des références sur les projections d'inflation. Donc on peut dire, oui, mais de 50 c'est pas beaucoup, mais si, sur ces horizons de temps, c'est déjà pas mal. Et on sait que la Banque Centrale Européenne veut que les anticipations d'inflation soient ancrées à 2%. Donc là, en l'espace de quelques temps, eh bien, on voit que là, ces derniers jours, les anticipations d'inflation pour la zone euro à moyen terme sont revenues aux alentours de 2,07%. Donc on se rapproche de ces 2%. Pour les États-Unis, on est encore un peu au-dessus, aux alentours de 2,45%. Mais sachant que pour les États-Unis, on était à plus de 3% d'anticipation au premier semestre. Donc ça veut dire quand même que l'action des banques centrales imprime le sentiment chez les consommateurs. On voit dans les enquêtes de confiance des consommateurs que les consommateurs commencent effectivement à réviser un peu à la baisse leurs anticipations d'inflation moyen terme. Ça imprime aussi au niveau des marchés, on le voit donc sur les anticipations d'inflation moyen terme. On le voit évidemment sur les taux. Si on prend toujours le taux de référence qu'on regarde par rapport à ces questions de redressement du taux de la Fed, c'est le taux de 2 ans américain, un taux court qui est donc le taux de 2 ans. On remarque que ces derniers jours, il est monté à plus de 4,3%. Alors, il s'est un petit peu détendu depuis la Banque d'Angleterre, mais juste avant, on naviguait à plus de 4,3%. Et c'est important ce taux 2 ans parce que quand vous regardez d'un point de vue historique, si vous plaquez le taux 2 ans avec l'évolution des taux de la Fed, donc des taux de la Banque centrale américaine, eh bien, il y a une courbe, les deux courbes s'épousent très très bien. Et là, ce qu'on remarque quand même depuis quelques mois, c'est que le taux 2 ans américain est monté très très vite. Et il dépasse aujourd'hui à 4,3%, enfin, il y a quelques jours à 4,3%. Il dépasse donc allègrement le niveau des taux actuels de la Banque centrale américaine. Elle ne les a pas encore montés à 4,3% ces taux. Ce qui veut donc dire que le marché obligataire est quand même dans une fonction d'anticipation qui est très affirmée. Et donc si les taux sont très hauts par rapport au taux réel de la Fed va continuer à relever ses taux. Là n'est pas la question, mais le marché obligataire, lui, n'est pas en retard en tout cas par rapport à ce cycle. Il est même en avance dans sa fonction d'anticipation. Ce qui veut donc dire que le marché action aussi, qui a donc baissé en réponse à ces taux très élevés, eh bien, est probablement aussi dans un niveau d'avancement de correction qui est quand même assez fort. Et donc on ne peut pas dire en tout cas qu'il y a de la complaisance sur le marché action, sur le marché obligataire par rapport à cette trajectoire des taux de la part de la Banque centrale américaine. Donc c'est important parce que ça veut aussi dire qu'une partie importante, je pense, de l'anticipation pour les marchés actions, pour les marchés obligataires, une partie importante apparaît déjà dans les prix. Donc après, ça ne veut pas dire que parce que ça apparaît dans les prix, donc le marché va rebondir tout de suite après. Mais ça veut dire que la Fed, à un moment donné, son discours va commencer à se calmer. Je pense que ce sera déjà au courant du 4e trimestre qu'on commencera à avoir des éléments de langage. Ce ne seront pas des pivots. Pivot, ça veut dire qu'on fait carrément marche arrière, qu'on baisse les taux, qu'on a un langage qui devient accommodant. Non, ce ne sera pas le cas. Ce sera des messages montrant que l'action réussit, que l'action, parce qu'on aura probablement des chiffres d'inflation qui repartiront un petit peu à la baisse au 4e trimestre, que l'action commence à imprimer au niveau de l'inflation réelle, qu'il faudra piloter la trajectoire des taux, qu'il y aura à un moment donné un plateau. Je pense qu'il y a des mots comme ça qui vont faire que les taux américains vont commencer à se stabiliser, un peu sous forme de plateau, en fait un plateau haut. Idem donc pour le dollar. Le dollar va commencer lui aussi à ne plus grimper à un moment donné.
Et puis donc, le marché action, lui, formera probablement une zone un peu basse, une espèce de base en fait assez plate comme ça, pendant quelques temps, le temps qu'effectivement on commence à avoir des signaux de reflux plus marqués encore de l'inflation, où à un moment donné, il y aura effectivement un virage un peu plus fort de la Fed en termes de rhétorique, un virage donc plus accommodant donc, de la Fed. Donc voilà, ça veut dire que la baisse du marché n'est pas forcément terminée, mais que le rythme de baisse ou la trajectoire dans les semaines et les mois à venir sera quand même, je pense, moins affirmé que ce qu'on a vu là sur les 9 premiers mois de l'année. Cette semaine également, pour accélérer un petit peu, on a eu des chiffres plutôt intéressants sur la partie macroéconomique. On a vu par exemple en Chine un PMI manufacturier donc, qui mesure l'activité dans le secteur manufacturier qui est repassé légèrement au-dessus de 50, donc qui est repassé légèrement en zone d'expansion. C'est très très léger, mais toujours intéressant à observer. On voit également que le PIB britannique, le PIB pour le Royaume-Uni au deuxième trimestre, la première estimation était négative, la deuxième est positive, donc ça éloigne un petit peu pour l'instant le risque de récession. Ça ne veut pas dire qu'on y coupera, forcément, mais en tout cas ça l'éloigne un petit peu pour l'instant, c'est pas tout de suite. Donc. Ensuite on voit que l'inflation en France aussi a ralenti plus fortement que prévu. Ce qui est plutôt intéressant, une inflation qui est aussi moins forte que pour le reste de la zone euro. Par contre, c'est vrai que le chiffre pas terrible, cette inflation qui est plus forte qu'attendue en zone euro. Pour autant, le chiffre a été diffusé aujourd'hui, 10% d'inflation en zone euro. La France donc est en dessous, mais on n'a quand même pas vu de réaction particulière des marchés, particulièrement défensive des marchés aujourd'hui, avec ce chiffre. Parce que je pense que, encore une fois, le discours des banquiers centraux a déjà produit une bonne partie d'effet sur les marchés obligataires européens, les marchés actions aussi, les marchés voilà. Donc c'est aussi ça, finalement, dans la confirmation que les chiffres sont forts. Mais on commence à avoir des divergences au sein de la zone euro. On voit que l'Allemagne, effectivement, a un taux d'inflation très fort, les Pays-Bas aussi, mais par contre, vous avez des pays comme l'Espagne ou la France qui voient leur taux d'inflation diminuer. Et moi, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder, non pas qu'on regarde ce qui nous intéresse, mais qu'il est probable que sur ces pays qu'on vient de citer auparavant, Pays-Bas ou Allemagne, on ait des pics d'inflation qui sont en train d'être remarqués actuellement et qu'ensuite, ça commence à ralentir et que d'autres pays comme la France ou les Pays-Bas, la France ou l'Espagne, auront des taux qui vont encore plus ralentir. Et donc, de fait, ensuite, l'inflation en zone euro va commencer à ralentir. Donc, je pense que c'est plutôt sous ce prisme-là qu'il faut le regarder. Et puis également, une petite parenthèse par le sentiment industriel en Europe. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la crise de l'énergie et à juste titre. Et on a toujours l'impression que le secteur industriel est sur le point de s'écrouler. Quand on regarde les indices de sentiment dans le secteur industriel, donc quand on sonde les industriels tout simplement, on se rend compte que si on fait un indice de tout ça, l'indice s'est replié ces derniers mois. Je ne dis pas qu'il est bien portant, il s'est replié, il est revenu sur les niveaux qu'on avait au début 2021, mais on est quand même très très loin des chocs de confiance qu'on a vu lors de la crise des subprimes par exemple, même de la crise de la dette en zone euro ou encore de la crise Covid. Donc on est plus bas que les niveaux qu'on connaissait il y a quelques mois quand ça allait mieux, mais on n'est pas encore sur des niveaux de panique en fait qu'on avait sur les crises que je viens de citer. Donc voilà, le paysage actuellement n'est pas génial, mais le sentiment des industriels n'est pas aussi dégradé que le bruit, on va dire, médiatique ou que le bruit ambiant peut le laisser penser. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette semaine sur les marchés. On va terminer par le programme pour la semaine prochaine. Donc lundi, ce sera l'ISM manufacturier aux États-Unis qui ouvrira le bal. Mardi, ce seront les emplois vacants aux États-Unis. Ça, c'est important pour mesurer justement la tension ou pas de ce marché d'emploi et donc de salaires qui peuvent avoir résulté, qui sont donc inflationnistes. Donc on verra que si par exemple les emplois vacants se diminuent un petit peu, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un point de tension sur le marché de l'emploi. Donc ça ira dans le sens de ce que recherche la Fed, qui cherche à lutter contre l'envolée de la spirale prix-salaire. Mercredi, réunion de l'OPEP. On aura ensuite les premiers chiffres de l'emploi américain via l'enquête ADP. Donc c'est une première estimation qu'on suivra quand même avec attention, toujours pour ces problématiques d'emploi et donc de salaire en parallèle et donc d'action de la Fed. On aura également l'ISM Service, donc un indice d'activité dans les services aux États-Unis, indice majeur, parce que ce qu'on regarde dans ces indicateurs ISM, c'est plusieurs choses. C'est évidemment le niveau de l'ISM global, est-ce qu'il est en expansion ou en contraction, mais surtout, c'est les composantes qui font peur à la Fed. On regarde les composantes de prix, voilà, ou les composantes d'emploi. Et si on voit que ça se détend sur ces composantes-là, eh bien, ça veut dire que c'est plutôt de bon augure pour les prochaines publications d'inflation. Donc, on va regarder les sous-composantes de ces indices ISM, manufacturier lundi et services mercredi. Jeudi, on aura les minutes de la Banque Centrale Européenne, donc le compte-rendu de la dernière réunion de la BCE. On aura également les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et puis on finira la semaine par le fameux rapport sur l'emploi américain avec le chiffre NFP. Et puis on aura également en Allemagne, ça va le surveiller, des chiffres sur la production industrielle et les prix à l'importation. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.